On va continuer sur le même registre et Marie Boyer, qui après, centrée par ses études d'embryologie, est très intéressée à voir les conséquences de toutes ces techniques sur les enfants justement. Elle s'est centrée sur le suivi des enfants nés à Saint-Joseph. Bonjour, merci au laboratoire Genévrier, merci à tous. Alors, je ne vais pas revenir sur les objectifs d'un suivi puisqu'on vient d'en parler, Sylvie vient de nous en parler de façon très explicite. Et donc, on va essayer de voir dans quel cadre on a pu essayer d'organiser le suivi à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille pour simplement vous donner un exemple de ce qui peut être fait. Alors, d'abord quelques données sur le centre, c'est près de 7000 ponctions depuis 10 ans d'activité, c'est 1654 accouchements et il y a 1654 accouchements d'enfants nés vivants, ce qui fait globalement 24% d'enfants nés vivants par ponction. Ça représente 2081 enfants et ces 2081 enfants se répartissent en 1242 enfants singletons et 809 jumeaux. Il y a très peu d'enfants nés de grossesse triple. Pour ce qui est des techniques, c'est à peu près équivalent entre les fécondations in vitro et les ICSI. En revanche, les ponctions ne sont pas tout à fait équivalentes. Il y a un peu plus d'enfants en ICSI et un peu moins de ponctions ICSI. Ceci risque d'évoluer, bien entendu, avec le temps. Alors, on a envisagé le suivi, en fait, dès le début de l'activité à Saint-Joseph, qui, de façon concomitante, a commencé l'activité ICSI, puisque c'était à peu près les mêmes années. Et ça a été aussi envisagé dès qu'ont été mises en place toutes les nouvelles techniques qui en fait ont toutes démarré en 95 à Saint-Joseph. Donc ça a été fait en fait par une information individuelle des couples qui venaient en consultation pour accéder à ces nouvelles techniques. Et au départ, les parents qui venaient pour les fécondations in vitro classiques n'étaient pas concernés par cette idée. Avec l'appui de la Fondation Saint-Joseph, le suivi a réellement démarré, je dirais, à partir de 2004. Et là, d'emblée, on s'est dit, mais c'est idiot, on va essayer d'avoir des nouvelles de tous les enfants. Pourquoi simplement s'attacher aux enfants ICSI ou aux enfants des nouvelles techniques? Et puis, l'agence de biomédecine nous a aidés à partir de 2007. Et voilà la méthode qu'on a utilisée. Donc les couples étaient informés au moment des réunions à partir de 2005, donc au moment des réunions collectives avant tout démarrage de traitement, donc de manière globale. Les couples qui venaient pour les techniques particulières en consultation étaient aussi informés individuellement, comme c'était le cas auparavant. Les parents ont ensuite été contactés par courrier après la naissance de l'enfant. Bon, le but du courrier était d'avoir des données écrites, bien entendu. Par là même, on fait des courriers tout à fait personnalisés avec des enveloppes écrites à la main pour que ça n'ait pas un caractère vraiment trop formel qui pourrait attirer l'attention de voisins ou autres. Et avec ces courriers, on essaie de recueillir toutes les copies des pages du carnet de santé de l'enfant, y compris les copies des comptes rendus d'hospitalisation. On demande aussi l'autorisation aux parents de pouvoir éventuellement joindre le médecin qui suit l'enfant, ce qui fait que comme ça, on peut récupérer les comptes rendus que les parents ne nous auraient pas envoyés. Et puis ensuite, on regroupe toutes les données qu'on a pu recueillir avec les données de la tentative et de la grossesse. Et toutes les données sont vérifiées au niveau de la source et de la cohérence entre les différents documents qu'on a pu recueillir. Éventuellement, on téléphone au médecin ou on téléphone aux parents pour préciser certaines choses. Il y a également un petit questionnaire qui est pas très long, mais qui permet de savoir si l'enfant est hospitalisé ou s'il a eu une rééducation, ce qui permet de compléter un peu les données du carnet de santé. Et puis toutes ces données sont enregistrées dans un tableur, donc c'est pas un fichier, c'est complètement anonyme. Et il y a un codage de toutes les pathologies dont on a connaissance, que ce soit les pathologies maternelles ou les pathologies de l'enfant. Alors, en termes de résultats, en fait, il faut distinguer deux périodes. La période qui a été, je dirais, rétrospective par rapport au recueil des données, de la période prospective. Et vous voyez que on a 60% de dossiers d'enfants nés qui sont documentés au moins avec un document dans la période ancienne et presque 90% dans la période plus récente. Et vous voyez aussi qu'on a très peu de questionnaires isolés, 4%, ce qui fait que sur les 70% de dossiers documentés globalement, en fait, il y en a 65% qui sont documentés par au moins un document médical. Ce que ça donne, si on regarde par rapport à l'âge des enfants, donc vous voyez que, je sais pas, non, on voit pas la flèche. Ah zut.
Voilà. Pour les enfants anciens, il en manque quand même pas mal. C'est des enfants qu'on n'a pas pu retrouver, parce que les parents avaient déménagé vraisemblablement. Mais donc sur les années plus récentes et jusque vers 5 ans, on a pu écrire pratiquement à toutes les familles et voilà. Ouais, bon, merci. Voilà, donc ces années-là, c'est pas qu'il y avait moins d'enfants nés, c'est que on les a pas retrouvés. Donc on commence à bien les retrouver, on va dire, à partir des enfants qui ont 9 ans aujourd'hui. Et vous avez le taux de réponse en dessous, donc globalement, c'est assez satisfaisant. Les parents participent volontiers à ce suivi. Alors, les caractéristiques générales, bon, vous les avez là, l'âge maternel, les pathologies en cours de grossesse, la multiparité, le terme. Bon, on a pu voir qu'il n'y avait pas de différence entre les enfants qui étaient nés à la suite d'une FIV classique et les enfants qui étaient nés à la suite d'une ICSI dans ce groupe. Mais bon, vous avez vu, il n'y a que 1000 enfants par groupe. Par contre, on a un sexe ratio qui est à peu près normal en FIV, mais qui est inversé en ICSI. Bon. J'ai pas de chance avec la flèche. Voilà. Alors, le bilan global, au niveau des malformations, on a pareil, pas de différence entre le groupe FIV et le groupe ICSI, ni pour les atteintes urogénitales, on n'a aucune différence, en fait, pour tout ce qui a été exploré, rééducation, hospitalisation, anomalies génétiques, anomalies chromosomiques, anomalies urogénitales et malformations. Alors, les chiffres peuvent vous paraître très important en malformation, c'est possible. En fait, tout dépend de la façon dont on va coder les malformations. Nous, on a recueilli toutes les malformations, toutes les pathologies qui avaient un code Q qui pouvaient être attribuées. Et c'est des enfants qui ont entre donc 1 an et 11-12 ans. Alors que dans les études, on va être transversal, on va regarder à l'âge de 7 ans ce qui s'est passé et on ne sait pas très bien finalement derrière malformation grave, malformation mineure, quel est le terme qui a été exactement retenu. Bon, moi je me suis calée sur le code Q de la CIM10 parce que a priori c'est l'avenir. Toutes les vigilances se rapportent à cette codification. Donc je pense que les données dans l'avenir seront calées là-dessus. On a tout ce qui est malformation grave, c'est-à-dire qui après traitement médical ou chirurgical n'a pas pu donner, n'a pas pu corriger totalement le défaut et globalement regrouper sous ce qui est anomalie chromosomique et anomalie génique, c'est-à-dire qu'il y a dans les anomalies géniques il y a au moins 3 mucoviscidoses, dans les anomalies chromosomiques il y a un syndrome, il y a un trisomique 21 par exemple. Donc c'est essentiellement dans ces 2 colonnes qu'on va trouver les choses vraiment graves pour lesquelles l'enfant n'est pas guéri, je dirais, au moment du suivi. Alors, en fait, on a eu envie d'utiliser les données longitudinales qu'on possédait, puisque on avait les copies de toutes les pages des carnets de santé pour essayer de faire un travail qui avait pas trop été fait parce que les méthodologies qui avaient été utilisées par les autres études étant plus rigoureuses sur le plan épidémiologique, ne disposaient pas de ce genre de données. Donc on a regardé si on pouvait étudier un groupe pour ce qui était de la croissance, au moins jusqu'à l'âge de 6 ans, et on a pu retenir 228 carnets de santé dans lesquels on avait suffisamment de données, de taille et de poids mesurés à une même date, et au moins jusqu'à l'âge de 6 ans. On a quand même vérifié que ce groupe des 228 carnets de santé était représentatif de la population des 1000 et quelques enfants qui avaient au moins l'âge de 6 ans, pour ce qui était du sexe, de la technique, enfin de tout ce qui est décrit sur la diapositive. Et puis on a regardé aussi par rapport à la cohorte globale des 2080 enfants pour toutes ces caractéristiques, et on a vu que ces 228 enfants pouvaient être représentatifs. Donc là vous avez la représentation de toutes les données brutes qui ont été enregistrées. Donc là c'est l'exemple pour les garçons de l'indice de masse corporelle. À partir de ces données brutes, on a pu calculer les percentiles. On l'a fait pour le poids, la taille et l'indice de masse corporelle. On s'est calé pour définir les percentiles dans chaque classe d'âge par rapport à la population de référence qui a été étudiée par l'équipe du professeur Sampé et Madame Roland-Cachera. Donc on a pris les mêmes classes d'âge. On voit que dans chaque classe d'âge, on a un effectif de mesure qui est pas si ridicule que ça par rapport justement à la description de la population de référence. Et on a établi nos propres percentiles pour pouvoir construire les courbes de poids, de taille, d'IMC chez les filles et chez les garçons. Alors l'intérêt évidemment c'est déjà de regarder si il y a une différence avec la population de référence qu'on connaît,
Alors, on n'a pas trouvé de différence pour l'indice de masse corporelle, ce qui était plutôt rassurant puisque on avait dans l'idée qu'éventuellement il y aurait un retentissement sur la croissance postnatale de ces enfants à cause éventuellement du déséquilibre de certains gènes d'empreinte qui sont presque tous des gènes qui touchent presque tous des gènes de croissance, prénatale bien sûr, mais aussi postnatale. Donc pour l'IMC, on n'a rien vu, mais c'est des enfants qui ont 6 ans, donc qui n'ont pas tous encore acquis leur capital graisseux. Ensuite, on a regardé, donc ça c'est l'exemple pour la taille, et ben voilà, c'était tout. Donc on a fait la même chose pour le poids et la taille. Pour le poids et la taille, on a fait des tests comparatifs avec la population de référence, mais disons que pour l'instant, en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que dans toutes les classes d'âge qu'on a pu étudier, à 2 ans, à 4 ans et à 6 ans, ils étaient a priori plus grands. Mais on n'a aucune donnée sur ce qu'ils mangent par rapport à ce que mangent les enfants de la population de référence. Ça, c'est une première chose. Et d'autre part, les enfants de la population de référence ont quand même 10 ans de plus, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont nés en 85. Voilà, donc la discussion rapidement, on n'a pas, nous, trouvé de différence notable entre le groupe FIV et le groupe ICSI. On n'a pas trouvé non plus de cluster de malformation, donc ça c'est vraiment dans une démarche de vigilance, hein, on regarde de près chaque dossier et si on voit quelque chose qui apparaît, on peut éventuellement alerter. On n'a pas non plus de maladie de l'empreinte. Bon, la croissance, je vous en ai parlé. On a essayé de s'intéresser à l'âge du rebond d'adiposité, mais là, pour l'instant, on n'a pas des enfants encore suffisamment grands. Pour ce qui est des sous-groupes, on peut pour l'instant pas du tout analyser dans le même sens parce que les effectifs sont trop petits. Et enfin, pour ce qui est du suivi ultérieur, je pense qu'on va s'orienter vers quelque chose qui ressemblera un peu à l'étude qui a été faite par l'OMS sur la façon dont les enfants de 10 à 13 ans ont notion de leur état de santé. Donc il y a une étude très intéressante qui a été faite et on va essayer de se caler au niveau du questionnaire et du suivi là-dessus. Voilà, donc en conclusion, on va essayer de maintenir l'effort, ça je crois que vous l'avez compris. Peut-être on essaiera de mettre en place plutôt quelque chose qui soit de nature transversale avec une méthodologie plus rigoureuse, maintenant qu'on a prouvé qu'on pouvait avoir des données et que peut-être on peut utiliser les données qu'on a déjà recueillies. Et puis on essaiera de poursuivre l'étude à l'âge plus avancé des enfants. Voilà, je remercie vous tous ici qui êtes présents. Merci.